Et c'est pour ça que des fois je dis aux gens, vous avez raison, vous voulez une agriculture écologique, mais elle ne pourra advenir que dans une société elle-même écologique. C'est rêver qu'on aurait une agriculture écologique dans une société par ailleurs industrielle me paraît pas vrai anthropologiquement. Donc quand vous avez une concentration de blé tous identiques, une concentration de vaches qui sont elles-mêmes pratiquement des clones les unes des autres, des tomates qui sont des clones, oui, vous devez avoir plein de médicaments pour les empêcher de tomber malades parce que vous avez créé un milieu qui est extrêmement favorable à l'explosion des maladies. La destinée d'un écosystème, et on peut considérer la Terre comme un écosystème, elle est inscrite dans cet équilibre ou ce déséquilibre. Et le fait est que l'homme est en train de sahariser la Terre, c'est-à-dire qu'il est en train de bouffer toute la matière organique possible et inimaginable, non seulement celle qui est vivante quand on exploite trop le bois, mais aussi celle qui est fossile, puisqu'encore une fois, les énergies fossiles sont mal nommées, c'est de la biomasse fossile. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrialisation de l'agriculture, pesticides à gogo, mécanisation à tout va ou monoculture pour tout le monde. En quelques décennies, l'agriculture s'est industrialisée et mécanisée en détruisant et polluant les écosystèmes naturels. D'où cette question, comment l'agriculture industrielle s'est-elle imposée? Pour y répondre, nous recevons Mathieu Calam, ingénieur agronome, auteur de La Révolution agroécologique et directeur de la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès humain. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors première question, il y a un sujet dont on parle assez peu et finalement qui est très important si on veut comprendre toutes ces histoires agricoles, c'est la différence entre le mécanisme de photosynthèse et la minéralisation. C'est deux phénomènes qui sont inverses et qui, alors dit comme ça peut paraître très pédant ou très abscon et pourtant c'est crucial pour comprendre tous les phénomènes climatiques et agronomiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, on peut même dire que c'est fondamental pour comprendre le vivant en général. Donc, en gros, nos auditeurs, comme nous sommes des animaux et nous sommes incapables de produire notre propre matière. C'est pour ça que nous mangeons. Les plantes, elles, ne mangent pas. Elles vont être capables de synthétiser, d'où le mot photosynthèse, leur propre matière en captant finalement l'essentiel d'ailleurs des matériaux dans l'air, puisqu'elles vont prendre le CO2 et elles vont faire des chaînes de carbone. Ce qu'on appelle la matière organique en général. Alors les chaînes de carbone, c'est les sucres quand ils sont simples, mais c'est aussi ensuite des polymères des sucres que sont les amidons, et puis c'est aussi évidemment la cellulose, et puis ce qui compose les arbres, en fait, la lignine, qui vont d'ailleurs ensuite donner le charbon et le pétrole, qui sont issus de tout ce principe de photosynthèse. Et donc, ils prennent comme ça le CO2 dans l'air et ils sont capables, en fait, de faire des chaînes. D'ailleurs, quand vous allez à votre pompe à essence, ce que vous mettez dans votre essence, c'est pour ça qu'on parle d'indice d'octane, par exemple, ce sont des chaînes de carbone. Il faut préciser quel est l'intérêt de ces chaînes de carbone, c'est qu'en fait, elles ont été capables de stocker l'énergie solaire. C'est-à-dire qu'on a une énergie solaire qui est sous forme de rayons et on va réussir à la stocker sous forme chimique, finalement, enfin biochimique même, puisque c'est issu du vivant. Et puis vous, quand vous mangez, vous allez en partie utiliser ces chaînes de carbone pour vous constituer vous-même et vous allez être capable d'en extraire l'énergie par la combustion, en fait, en brûlant. Et le fait de brûler, c'est une des formes d'un processus qu'on appelle celui de minéralisation. Alors pourquoi minéralisation? Parce qu'au début, on a une molécule longue, une chaîne de carbone longue qu'on appelle organique, parce que c'est elle qu'on trouve dans les organes vivants. Et puis on la dégrade, on va dire, sous forme de CO2 ou de méthane en général, et c'est ce phénomène-là qu'on appelle la minéralisation, puisqu'après on a une forme qu'on appelle minérale, c'est-à-dire qu'on trouve finalement dans la nature, même s'il n'y avait pas le vivant. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. D'un côté, on a de la matière organique, parce qu'elle est liée au vivant, et de l'autre, la matière minérale. Pour qu'on comprenne tous les facteurs climatiques, en fait, c'est cette dégradation de la matière organique. Nous, quand on respire, on émet du CO2. Mais les vaches, quand elles rotent surtout, quand elles pètent, elles émettent du méthane. C'est aussi ce même phénomène. Mais par exemple, le phénomène du relargage du méthane dans le pergélisol ou le permafrost, c'est la même chose. C'est des bactéries qui vont émettre du CO2 ou du méthane. Quand on brûle du bois, c'est la même chose, on émet du CO2 par cette minéralisation. Ou quand on brûle du pétrole, en fait, c'est systématiquement les facteurs climatiques sur le CO2 ou le méthane, ça vient de ce phénomène ?
Tout à fait. En fait, tout ce qu'on appelle le relargage de gaz à effet de serre, enfin, alors après, il y a des gaz à effet de serre dans lesquels il n'y a pas de carbone, mais la grande masse, comme c'est le CO2 et le méthane, sont produits de cette activité des organismes vivants qui, pour leur fonctionnement, alors comme vous le disiez vous-même dans le pergélisol, en fait, on active les bactéries parce qu'il fait suffisamment chaud, puis elles se mettent à manger la matière organique qui est accumulée dans le sol. Et puis, elle le relargue sous forme de CO2. Effectivement, une vache, c'est un grand fermenteur bactérien. En fait, la vache a une panse particulière qu'on appelle le rumen, et dans lequel il y a plein de bactéries. C'est toujours maintenu à 38 degrés. Et c'est pour ça qu'une vache est capable de manger du papier. Enfin, ce que nous ne sommes pas capables de faire parce qu'on a un estomac un peu déficient par rapport. Elles vont être capables d'extraire l'énergie qui est stockée dans le papier. À l'inverse, donc, tout se joue dans cet équilibre-là. S'il y a plus de photosynthèse, il y a plus de matière organique petit à petit sur Terre qui est stockée, ou à l'inverse, s'il y a plus de minéralisation, il y a plus de CO2 qui est émis dans l'atmosphère. C'est ça la grande balance du vivant dans le cycle du carbone. Voilà, on peut dire même que c'est la loi des reins des écosystèmes. Un écosystème qui stocke plus de carbone qu'il n'en libère, il s'enrichit d'une certaine manière. Alors l'exemple type, c'est que tout le monde a en tête une parcelle qu'on laisse entre guillemets à l'abandon. En fait, petit à petit, il y a une forêt qui va se reformer. Donc on va réaccumuler du carbone. Puis inversement, quand on défriche, et ce qui est important quand on parle d'agriculture, on va relarguer effectivement massivement du carbone. Et donc la destinée d'un écosystème, et on peut considérer la Terre comme un écosystème, elle est inscrite dans cet équilibre ou ce déséquilibre. Et le fait est que l'homme est en train de sahariser la Terre, c'est-à-dire qu'il est en train de bouffer toute la matière organique possible et inimaginable, non seulement celle qui est vivante quand on exploite trop le bois, mais aussi celle qui est fossile, puisqu'encore une fois, les énergies fossiles sont mal nommées, c'est de la biomasse fossile. Oui, parce que par exemple, 96% des mammifères sur Terre, c'est l'homme et son bétail. Alors c'est surtout les vaches qui pèsent si lourd. Mais ça veut dire concrètement que c'est ça, il y a un déséquilibre entre les animaux qui mangent de la matière organique et les végétaux qui captent l'énergie solaire. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a que les végétaux qui sont capables d'avoir un solde positif, même s'il faut bien le dire, les végétaux eux-mêmes, la nuit, vous le savez bien, les plantes, quand elles ont plus de lumière, elles continuent à avoir leur fonctionnement et elles ne font plus de photosynthèse, mais par contre, elles ont toujours le fonctionnement organique. Et donc, la nuit, globalement, les plantes vont aussi renvoyer du carbone. Mais en bilan global, il n'y a que les plantes qui finalement en fixent. Alors, plantes au sens large, hein, j'entends par là aussi les organismes cellulaires, les algues moléculaires qu'on trouve dans l'océan. Bien sûr, l'océan peut être un gros fixateur aussi de carbone par là. Voilà. Et effectivement, si on a trop de destructeurs par rapport aux producteurs, finalement, ça finit mal. Et dans votre livre, il y a un chapitre qui s'appelle « L'agriculture peut-elle créer le désert ?» Ça, c'est une phrase de Chateaubriand qui est très connue, que vous allez nous reciter. Alors, vous dites que ça vient pas de Chateaubriand, d'ailleurs. Mais dans l'histoire, en fait, on s'est rendu compte que l'homme, à cause de l'agriculture aussi, avait fait avancer le désert. Oui, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette phrase qui est extraite en fait d'une encyclopédie qui est publiée vers 1830, et c'est ça l'intérêt de savoir que c'est publié vers 1830, parce que ça montre que dès l'époque, les gens ont complètement conscience que l'homme peut créer le désert. D'ailleurs, en réalité, on a déjà un certain nombre de dispositions prises par l'empereur Adrien. Donc on est au IIe siècle après Jésus-Christ, enfin première moitié du IIe siècle, pour essayer d'éviter la déforestation du Mont Liban. Donc il y a une conscience très aiguë que l'être humain, par son activité, favorise la minéralisation, donc en cas d'excès, produit du désert. Donc la phrase, c'est les forêts précèdent les peuples, le désert... Et les déserts les suivent. Voilà, exactement. Ce qui est et ça veut dire que ce qu'on a appris à... Moi, il y a Marc-André Sellos qui faisait remarquer que, par exemple, sur tous les sites romains ou grecs,
vous avez la terre qui est extrêmement dure, c'est le sol qui s'en est allé, il est plus fertile, ou dans le croissant fertile, justement, on a appris à l'école que c'était là un des berceaux de l'agriculture mondiale. Aujourd'hui, c'est quasi désertifié. Ces endroits, on les a minéralisés, on les a désertifiés. Et oui, oui, tout à fait. Vraisemblablement, on les a. Alors évidemment, c'est toujours des scénarios, on n'y était pas, mais il y a de fortes chances pour que ce soit ça le scénario qui s'est produit. C'est très documenté aussi dans les Causses du Languedoc, qui ont connu leur optimum de population vers 2000 avant Jésus-Christ. Et là aussi, les pratiques agricoles de l'époque ont conduit à une minéralisation, donc perte. Alors, il faut aussi rajouter une chose, c'est que cette perte, d'abord, il y a la destruction des arbres qui fixent du carbone et qui protègent aussi contre notamment les événements météorologiques que sont la pluie et le vent. Et puis ensuite, il y a la destruction de la biomasse des sols, qui est l'humus, qui, elles, liées aux fines particules que sont les argiles, sont en fait un liant. Et une fois que vous avez perdu et la protection des arbres et l'humus du sol, vous avez le vent et l'eau qui arrivent et qui va emporter vos argiles et le limon. Et ce qui reste à la fin, c'est les sables. Et puis vous pouvez même avoir à la limite des tempêtes de sable à l'extrême. Mais en fait, vous avez toutes les particules les plus fines, donc celles qui sont les plus utiles pour les plantes, ont en plus disparu. Et donc à la fin, vous avez marsifié la terre, si je puis dire, marsiformé la terre. Alors, on va essayer de faire une fresque de l'agriculture entre, disons, 16 17e siècle, une agriculture très agronomique, et aujourd'hui une agriculture chimique et industrielle, et peut-être demain l'agroécologie. On va essayer de balayer ces trois thèmes. Quel était l'état des connaissances agronomiques avant la révolution industrielle ? Alors, je dirais qu'il y avait un certain nombre de bonnes connaissances agronomiques, dans le sens où même quand on lit Columelle, donc là on est au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est un agronome latin, enfin à cheval d'ailleurs, entre le premier avant et le premier après, il a bien compris qu'il y a quelque chose qui se passait, parce que l'un des débats qu'il y avait à l'époque pour les Grecs et les Romains, c'est: est-ce que les sols vieillissent? On pensait qu'ils étaient comme les hommes, ils vieillissaient. Et dit pas du tout, si on rajoute beaucoup de feuilles à un endroit, on régénère le sol. Donc le sol vieillit pas, c'est qu'il a perdu quelque chose. Et donc il encourage notamment les petits agriculteurs qui n'ont pas de bétail, et donc qui font pas de prairies, d'aller sur les chemins et de ramasser toutes les feuilles. Alors ça, c'est fascinant, parce qu'évidemment il n'a pas la notion de matière organique, mais il a bien compris que si on ramasse cette matière qui est produite par les arbres et qu'on les remet dans les champs, eh bien on arrête le vieillissement entre guillemets des champs. Et ça, globalement, c'est quand même une pensée qui perdure jusqu'au XVIe siècle. Mais encore une fois, et c'est d'où la notion d'engrais qui est liée à l'idée de graisse, c'est qu'ils ont l'impression qu'on enlève du gras au sol. Il y a une raison qui est assez simple d'ailleurs, qui est une raison pédologique, c'est quand vous avez un sol qui est fertile, notamment qui est riche en limon, et même quand vous n'avez pas d'outils de précision, vous pouvez faire ça, vous prenez un sol, et si au toucher il est un peu comme du savon, vous avez, en fait, c'est un bon indice du taux de limon, parce que ça donne ce sentiment de savonneux. Évidemment, comme ils n'ont pas de capacité d'analyse, ils associent ce côté huileux à du gras. Donc ils confondent, ils voient pas très bien entre la partie minérale et la partie organique du sol, et l'humus, ils n'ont pas des idées très claires. Mais globalement, l'idée qu'il y avait, il faut se placer dans un monde, on va dire, où la théorie qui l'emporte est galénique, un monde beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, où on pense qu'il n'y a que 4 éléments dans le monde. Donc il y a le feu, l'eau, l'air et la terre. Et évidemment, quand vous demandez, et encore aujourd'hui d'ailleurs, si vous demandez à quelqu'un dans la rue, mais comment se nourrissent les plantes, les gens vont répondre de sol, probablement. Alors, cette phrase, la réponse est fausse, mais la question aussi, parce que les plantes ne se nourrissent pas. Elles élaborent elles-mêmes, encore une fois, elles ne mangent pas. Elles élaborent elles-mêmes, grâce à la photosynthèse, leur propre matériel. Mais effectivement, c'était ça l'idée. Et là, il va y avoir un homme qui est un illustre inconnu, parfaitement inconnu, mais tout à fait illustre, parce que c'est lui qui, en fait, va mettre en évidence que les plantes ne mangent pas la terre. Il s'appelle Van Helmont, c'est un médecin spécialiste de la digestion. Donc on voit bien que ce
ce qui lie les deux choses, c'est l'idée de comment on s'alimente. Et il se pose la question, puisqu'il est spécialiste de la digestion des êtres humains, mais alors les plantes, qu'est-ce qu'elles mangent? Il va faire une expérience assez fascinante, un très beau protocole de recherche. Il va prendre, en fait, parce qu'il a des instruments de pesée qui sont déjà efficaces, il va prendre, en fait, un gros pot de terre, il va le remplir, enfin un gros pot, qu'il va remplir de terre, il a pesé exactement le poids, et il va planter un petit saule, je crois, donc il a aussi pesé très précisément le poids. Et il va l'arroser pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, il va sécher la terre, il va montrer que la terre n'a pas perdu de poids, et par contre que le saule a grandi. Alors ce qui est très amusant dans Van Helmont, c'est qu'on est, on est au début, on est dans le monde alchimique, donc la protochimie. Il va faire une conclusion en partie fausse, enfin pas complètement, il va pas dire, ben alors, c'est quoi l'élément qui a nourri, qui permet de faire la plante? C'est l'eau. Il va se dire la matière, c'est de l'eau. Alors c'est le paradoxe parce que c'est aussi l'inventeur de la notion de gaz et c'est le premier qui découvre le CO2. Il apaise ça le gaz sylvain en regardant la combustion de bûches. Il voit bien qu'il y a quelque chose qui s'échappe. Donc chacun d'entre vous peut faire cette expérience de brûler une bûche. À la fin, vous avez un poids qui est ridicule. Ce sont les cendres. Donc il comprend bien que quelque chose est parti. Et que cette chose, il dit, ben, elle est partie en air, en gaz. Et il n'a pas à ce moment-là le réflexe de se dire en fait que la plante a fait l'opération inverse de la combustion. En fait, elle a transformé en gaz du solide. Voilà. Mais c'est Van Helmont et commence, je dirais, l'épopée, la quête de comment se constitue la matière des plantes. Et c'est le progrès de la chimie. Et puis avec Lavoisier, on commence à comprendre la respiration. On va comprendre que la photosynthèse est l'opération inverse de la respiration, etc. Quelles sont les grandes ruptures scientifiques qui vont permettre justement cette agriculture industrielle basée sur la chimie et notamment sur les engrais azotés? Alors, il y a deux personnages incontournables, deux Allemands, Liebig d'abord, Liebig, voilà, mais à la française Liebig. Liebig, c'est un chercheur qui lui aussi travaille sur la nutrition des êtres humains. Au début, c'est à lui qu'on doit les notions de protéines. Enfin, il analyse en fait la matière qui nous compose, protéines, lipides, glucides, etc. Et il va reprendre finalement les travaux là où Van Helmont les avait laissés d'une certaine manière, parce que il va analyser ces fameuses cendres quand on brûle des plantes, il reste des cendres, et il va dire, mais en fait, ces cendres, c'est le complément alimentaire, si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'équivalent d'une certaine manière des sels minéraux que vous pouvez prendre quand vous faites du sport, etc. Et il va avoir l'idée qu'on peut faire pousser une plante en fait sans sol. Il suffit de lui donner une solution avec ces sels minéraux. Et donc là, il va poser, je dirais, en termes de recherche expérimentale et scientifique, le principe de ce qu'on appellera après, alors comme vous avez compris, je me bats toujours contre les métaphores disant alimentation-nutrition, mais enfin, effectivement, on appelle ça l'alimentation des plantes. Enfin, il va en fait fonder ce qui va devenir la technique des engrais, c'est-à-dire de synthèse, c'est qu'il va comprendre en fait que finalement, la photosynthèse se fait d'elle-même, elle a besoin juste de quelques compléments minéraux. Alors, simplement, il va buter contre un problème, c'est qu'il trouve la plupart de ces composants minéraux assez facilement, finalement, dans des mines et dans la nature, sauf les nitrates. Ça lui pose problème. Alors, c'est une raison très simple, c'est que les plantes ont toujours une fin d'azote. Alors, j'ouvre une parenthèse d'ailleurs, le lien entre nitrate et azote, puisque le français, de ce point de vue-là, est assez compliqué parce qu'il utilise 3 radicaux différents pour parler d'une même famille. Azote, c'est grand N. Voilà. Les nitrates, c'est NO3-, c'est-à-dire un atome d'azote avec 3 atomes d'oxygène. Et puis, quand c'est un radical aminé, en NH3, on utilise le radical amine. Voilà, je dis ça parce que c'est toujours difficile quand on explique aux gens et quand on est un spécialiste, enfin quand on connaît le sujet, c'est qu'on passe d'un mot à l'autre. Mais en gros, je suis en train de parler d'une même famille qui sont les molécules qui ont l'atome d'azote présent. Voilà. Et donc, il a du mal à trouver ces nitrates.
parce que les plantes en ont terriblement besoin. Elles sont toujours en déficit, parce que ça, c'est une chose que les plantes... Alors, il faut que j'ouvre une parenthèse. Les plantes arrivent à capter le CO2 de l'air très, très bien par la photosynthèse, mais c'est bête parce que dans l'air, il y a aussi énormément d'azote sous forme de diazote, c'est même 78%, et elles sont pas capables de le capter. Alors, elles ont besoin pour ça des micro-organismes. D'ailleurs, quand on dit que les légumineuses captent l'azote, c'est pas vrai. C'est grâce aux micro-organismes. Et grâce aux champignons autour de leurs racines. Alors, les champignons eux-mêmes sont pas capables de les capter, mais les champignons vont être capables d'étendre leurs racines, c'est les mycorhizes, mais c'est vraiment des bactéries, notamment qu'elles vont faire rentrer dans leurs racines pour faire des petites nodosités, qui, elles, sont capables de faire cette opération-là, ou ce qu'on appelle les cyanobactéries. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Et ça a été mis en évidence par un Néerlandais encore au début du XXe siècle. Donc, on est au moins 50 ans après Liebig. Donc, ce Néerlandais, Beijering, il y a énormément de bactéries qui sont capables de faire. C'est lui qui isole les premières bactéries dont il met en évidence qu'elles sont capables de faire la fixation de l'azote. Toujours est-il que les plantes, comme elles ne sont pas capables de fixer l'azote, elles ont une fin d'azote et on ne les trouve pas facilement dans la nature. Et donc Liebig est là, il a trouvé un truc génial, sauf que il n'arrive pas à trouver de l'azote pas cher. Alors il y a un endroit où on peut trouver des nitrates pas chers, c'est le seul endroit au monde. C'est le désert d'Atacama, puisqu'il y a des conditions très spécifiques. Vous avez énormément d'oiseaux marins avec une mer très poissonneuse, donc ils vivent là. Et puis ensuite, ils vont nicher sur les falaises qui sont dans un climat extrêmement sec. Donc c'est le seul endroit où le guano s'accumule. C'est de la fiente. C'est de la fiente, voilà. C'est de la fiente de mouette qui s'accumule sur des quantités, à tel point qu'il y avait un commerce international de ce guano qui était envoyé en Angleterre. C'était la seule source. C'était vrai pour l'agriculture, c'était surtout vrai comme base pour les explosifs. On reviendra là-dessus avant, mais après, les nitrates, c'est fondamental pour les explosifs. La seule source de nitrate qu'on avait, en fait, c'était le nitrate qui était formé dans les salpêtrières, où effectivement, ce sont en fait des associations de champignons et d'algues. Enfin, c'est pas le champignon qui est capable de le faire, mais c'est l'algue qui sont capables d'accumuler finalement sur les murs. Et donc, on grattait les murs. C'est d'où la salpêtrière à Paris, pour en extraire finalement ce qu'on ne savait pas encore, mais qui étaient des nitrates, qui combinés à de la poudre donnent les explosifs. Voilà. Donc il y avait ça et le guano, mais les salpêtrières produisaient très peu, quoi. Exactement, en tout cas insuffisamment pour les velléités militaires de l'époque, puisque les explosifs commencent à se développer massivement. Et donc il y a une quête des nitrates, alors à la fois pour effectivement pour satisfaire les envies des agronomes, et aussi beaucoup pour satisfaire les généraux, évidemment, puisque c'est un enjeu. D'ailleurs, il y a un chercheur qui a contenté tout le monde, c'est Fritz Haber. Donc, c'est pas forcément le scientifique le plus connu, et pourtant, sa découverte et son procédé va changer l'histoire de l'agriculture et de l'humanité. Est-ce que vous pouvez raconter cette histoire de Fritz Haber, l'importance? Alors oui, Fritz Haber, c'est un individu extrêmement complexe. Il existe une très très bonne bande dessinée historique sur Fritz Haber qu'on peut recommander d'ailleurs. C'est vraiment une bande dessinée historique d'une certaine manière. Il est allemand et il est chimiste. Alors l'Allemagne est le pays phare de la chimie dans la deuxième moitié, enfin au 19e siècle en général, en grande partie parce qu'elle n'a pas de colonies. Et donc, elle va, par contre, elle a beaucoup de charbon, et elle va finalement essayer de compenser son absence de colonies pour synthétiser tout un ensemble de produits qu'elle ne peut pas se procurer. En gros, les colonies, ça nous permettait d'avoir de l'indigo, enfin bref, des tas de choses. D'ailleurs, l'une des grands enjeux économiques à la fin du 19e siècle, c'est les colorants chimiques qui vont beaucoup stimuler la recherche, puisque l'industrie du vêtement se développe et donc tout le monde cherche des colorants chimiques.
Et donc Haber est dans ce contexte-là où la chimie est vraiment très développée en Allemagne. Il travaille sur différents sujets, mais les deux grands sujets pour lesquels il est mondialement connu, en tout cas pas dans le milieu, si je puis dire, c'est lui qui va arriver à mettre au point une réaction catalytique pour fixer finalement l'azote de l'air. Alors, le problème de cette réaction, avant, on savait déjà en produire un petit peu par des arcs électriques. C'est-à-dire, vous faites un éclair artificiel, mais ça consomme une énergie énorme. La quantité que vous en produisez est tellement faible par rapport à l'énergie nécessaire que c'était de toute évidence pas la bonne solution. Et lui va réussir à mettre en place, grâce à une catalyse par des métaux dont je ne sais plus lesquels, il va mettre en place une formule chimique qui permet effectivement de produire de l'ammoniac et ensuite qui permettent ensuite d'avoir des nitrates. Et il va le développer avec un de ses collègues qui s'appelle Robert Bosch. Et c'est d'ailleurs, on parle souvent du procédé Haber-Bosch. Donc, ils vont mettre ça au point. Alors, c'est une opération qui est compliquée parce qu'elle demande des conditions antagoniques. Il faut une très forte pression et il faut une basse température. Et vous le savez tous, quand vous vous gonflez votre vélo, quand vous mettez de l'air sur pression, vous avez un dégagement d'énergie énorme. Donc, en fait, le système a été rendu possible par le fait qu'avant, on avait inventé le système de réfrigération, mais qui est très consommateur en énergie. Et donc, il met en place ce procédé. Mais j'aurais envie de dire qu'à l'époque, je crois que c'est en 1909 qu'il aboutit, ça reste une potentialité théorique. Et sa grande chance, entre guillemets, ça va être la Première Guerre mondiale. Début 1915, les Allemands n'ont plus accès au guano du Chili. Ils pensaient que la guerre serait courte. Ils arrivent au bout de leurs réserves. Et là, heureusement ou malheureusement, parce que ça aurait écourté la guerre, Haber est assez proche. Alors, Haber était d'origine juive. Il est assez proche de la personne auquel on a confié l'organisation de l'effort de guerre, qui était lui-même d'origine juive, Rathenau. Et ils vont mettre en place, ils vont convaincre en fait l'état-major allemand et puis l'administration allemande que la seule solution, c'est de produire de l'azote grâce finalement à de l'énergie que l'Allemagne a en très grande abondance grâce à son charbon. Et donc ils vont, je crois qu'il y a une phrase célèbre de lui, on est en temps de paix, on est un chercheur ou un scientifique et pour le monde, et en temps de guerre, il est pour sa patrie, parce que du coup ils vont développer énormément de gaz, enfin d'explosifs. Alors oui, c'est ça. C'est que le deuxième aspect de Haber, c'est que c'est un spécialiste aussi des molécules qu'on dit organochlorées, qui sont des molécules organiques sur lesquelles il y a des radicaux chlorés. Et ces radicaux chlorés, vous le savez, c'est très agressif, les radicaux chlorés. Et il va il va relancer un programme qui était sous-jacent et quand même de lancer des gaz de combat. Et donc la fameuse hypérite, c'est-à-dire qu'il y a un organochloré qui a été utilisé à la bataille d'Ypres, c'est la première fois que les gaz de combat sont utilisés massivement, c'est à l'initiative de Fritz Haber. Donc ce qui est fascinant dans le cas de Fritz Haber, c'est que quand on regarde l'importance des nitrates dans l'agriculture moderne et des organochlorés qui vont être utilisés plus tard comme insecticides, il est quelque part le mauvais génie de l'industrialisation de l'agriculture via la guerre, puisqu'il aura inventé les nitrates, il aura posé les bases du développement et de l'usage des nitrates et des organochlorés. Mais du coup, après Fritz Haber, après la Première Guerre mondiale, on comprend que, avec cette capacité de fixer l'azote de l'air, on peut développer des engrais qui vont booster. C'était un facteur limitant, cette absence d'azote, et là, en gros, on arrive à créer les engrais modernes pour booster la croissance des plantes. Ça va tout changer d'un point de vue industriel. Alors tout à fait. En 1919, d'ailleurs, il va recevoir le prix Nobel. Lié au fait qu'on pense à ce moment-là que les nitrates vont sauver le monde de la famine, parce que la grande angoisse, c'est évidemment de sauver le monde de la famine. C'est sa découverte, mais c'est aussi la guerre, parce qu'en fait, le problème de cette industrie des nitrates, c'est qu'elle demande un appareil industriel extrêmement coûteux que les prix de l'agriculture permettaient pas de financer. Donc en fait,
toute la recherche-développement, tout le développement du tissu industriel est fait. Et en 1918-19, l'Europe s'est couverte finalement, parce qu'évidemment, j'ai oublié de dire, mais très vite, les nitrates du Chili n'ont pas suffi non plus pour les alliés de l'autre côté. Enfin, ça explosait beaucoup entre 14 et 18. Hein, c'est une guerre industrielle. Enfin, tous les témoignages montrent bien que le soldat n'est plus que de la chair à canon. Et donc, tout le monde, les grandes puissances se sont équipées de matériel, d'un outil industriel pour produire de l'azote. C'est pour ça d'ailleurs, pour les Français, l'explosion d'AZF à Toulouse, Toulouse est caractérisée par le fait qu'elle a et l'aviation et ses usines d'engrais, parce que c'était la ville qui a été choisie la plus loin du front, puisque l'ennemi, c'était pas l'Espagne, c'était l'Allemagne. Et c'est un moment des choix qui vont orienter vers Toulouse comme ville, qui est la base arrière finalement de l'industrie d'armement. Et c'est pour ça qu'il y avait AZF à Toulouse. Donc, une usine d'engrais. Une usine d'engrais, mais qui en fait à l'origine est née du fait qu'on y a installé les usines d'explosifs. Et donc, c'est vrai qu'en 18, les grandes puissances se disent qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis ils se disent ça peut servir. Et donc, ils vont chercher un débouché civil. Parce qu'on a des stocks, très importants de. Alors, non seulement on a des stocks, puis on a l'appareil industriel, et il faut continuer à le faire tourner. Et donc, ils vont continuer. Alors, globalement, les nitrates vont être subventionnés. Je crois qu'il faut attendre les années 50-60 pour qu'il n'y ait plus besoin de subventionner les nitrates. Mais dans beaucoup de pays, les engrais azotés continuent à être subventionnés parce que on considère que c'est stratégique. Et donc, ils vont encourager les agriculteurs à les utiliser. Il va y avoir beaucoup de publicité faite. Alors, je sais pas, à l'époque, on n'appelle pas ça publicité. Je pense on appelle ça conseil au développement. Enfin, les instituteurs aussi vont être mobilisés pour apprendre à utiliser les insecticides, pour apprendre aux petits paysans à utiliser ces nouveaux engrais, quoi. Alors, se rajoute à ça en France, excusez-moi, la potasse d'Alsace, qui est un sous-produit du fer, en fait, parce que on a un fer qui est riche en potasse. Et donc, quand on purifie le fer pour faire de l'acier, on a de la potasse. Et donc, on va encourager les agriculteurs à mettre de la potasse. Là, à ce moment-là, il y a une rupture cosmologique quasiment avec ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire que jusqu'au 19e siècle et début du 20e siècle, on a des techniques agronomiques. Là, on passe dans l'ère de la chimie. Puis il va venir aussi, à l'issue de la guerre, l'ère de la mécanisation. On commence à sortir d'une agronomie traditionnelle. Alors, oui, tout à fait. Alors, si on parle vraiment en termes de cosmologie, de vision du monde, on peut dire que ça commence un peu avant, notamment avec des gens comme Descartes qui pensent que tout est machine. En fait, c'est l'idée que l'automate est un modèle d'explication du monde. Bon, ça, il y a un chercheur, Thuillier, qui a écrit un très très beau livre là-dessus et qui montre bien, lui, il fait remonter en amont, il dit le moulin et l'horloge sont les grandes métaphores qui vont inspirer finalement les penseurs. Mais entre le moment où des gens comme Descartes écrivent, au moment où toute la société est imprégnée d'une vision d'automate, il va s'écouler effectivement 2 siècles et demi et la révolution industrielle. Effectivement, il faut se rendre compte que à partir, je dirais, au moins de la Première Guerre mondiale, tout le monde a vu la puissance des machines. Et c'est l'arrivée des voitures. Donc le monde qui était globalement un monde qui restait en grande partie dominé par des matériaux organiques, la charrette, etc., où il y avait très peu de moteurs, les métaux se diffusent partout, l'acier devient un courant, remplace tout, et vous avez la métaphore de la machine devient la métaphore explicative de tout. Alors, un petit peu comme aujourd'hui, d'ailleurs, de manière d'ailleurs paradoxale, on va utiliser la métaphore de l'ADN pour expliquer qu'un parti politique a changé. On dit il a changé son ADN. À ce moment-là, on va dire au milieu, entre le début du 19e siècle et le milieu du 20e siècle, la grande métaphore, c'est la machine, l'automate qui remplace tout. Enfin, l'intelligence artificielle est d'ailleurs un aboutissement de ça. Et c'est vrai qu'il y a une bascule, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est quoi la puissance? C'est la machine. À partir de quand, donc là on voit qu'on a les fondements, à partir de quand on va changer d'échelle, on va devenir vraiment dans une agriculture justement plus paysanne, mais une agriculture industrielle,
mécanisé, chimique. À partir de quand on peut dater ça? Alors, je dirais quand même que globalement, il y en a des tas de signes avant-coureurs, je dirais à la fois aux États-Unis et en Allemagne. Hein. L'Allemagne va jouer un très grand rôle. Ça, il y a des travaux, notamment faits par Christophe Bonneuil, enfin, qui montrent bien, et certains de ses étudiants, qui montrent bien à quel point, après 1945, on a beaucoup parlé du modèle américain, mais en fait, déjà dans le modèle allemand, parce que l'Allemagne est une grande puissance aussi technique, il y a tout un programme de modernisation sur base d'automates qui se met en place. Mais de toute évidence, pour que les paysans s'équipent de machines, il va falloir toutes les politiques dites de modernisation qui prennent leur essor en Europe après la Deuxième Guerre mondiale et ensuite dans les années, on va dire, 60 avec la décolonisation dans le monde entier. Donc c'est un phénomène assez récent, alors qui est aussi un phénomène qui est accompagné par un gros progrès social qui est l'interdiction de l'esclavage. Parce qu'en fait, on peut aussi considérer malheureusement que l'esclavage, c'était une conception de l'homme comme un automate. Il était dépourvu de tout droit humain et il était vendu comme une bête de somme, en fait. Et donc, probablement qu'une des raisons aussi du succès des machines, c'est qu'on n'a plus le droit de vendre les êtres humains comme des machines. Alors, peut-être que je peux rajouter, non seulement il y a cette machine, mais même la métaphore de la machine va être appliquée pour les plantes et les animaux. C'est-à-dire qu'on va penser les plantes et les animaux presque comme des machines, une machine à faire du blé, une machine à faire du lait, une machine à faire des œufs. Peut-être qu'on va passer maintenant aux dégâts causés par l'agriculture industrielle et chimique. C'est vrai qu'on l'appelle toujours conventionnelle par pudeur ou à dessein par certains intérêts. À quel point l'agriculture est industrielle aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous donner des étalons de cette grandeur-là? Des étalons de cette mesure. Alors, elle est doublement industrielle. Elle est par les outils qu'elle emploie et elle est par les formes juridiques qu'elle a mis en place. J'entends par là que pendant longtemps, on a cru qu'on pouvait avoir les tracteurs et les petits paysans. Mais en fait, qui dit tracteur dit qu'on va forcément remplacer, faire disparaître la classe paysanne et la remplacer en fait par des entreprises de capitaux, qui est la forme juridique du monde industriel, puisque quand vous êtes dans le monde industriel, vous avez besoin d'énormément de capitaux pour acheter ce matériel et l'entretenir. Alors, si je veux donner des ordres de grandeur de cette démesure, typiquement, vous avez en Ukraine actuellement une des plus grosses entreprises, elle fait plus de 500 000 hectares, donc 30 comme ça, vous avez la céréale en oléoprotéagineux de la France. Et la France, c'est 15 millions d'hectares de céréales oléoprotéagineux, donc de terres arables pour faire vite, qu'on peut labourer. En fait, avec 30 entreprises comme ça, où il en suffit 2 pour la Suisse. Donc ça vous montre la démesure. C'est-à-dire que, la démesure, tout le monde s'indigne qu'il y ait une industrialisation de l'agriculture, mais en fait, au fond, chaque société produit une agriculture à son image. C'est-à-dire que pourquoi s'étonner que la société industrielle ait produit l'agriculture industrielle? C'est tout à fait naturel, si je puis dire, ou culturel. Et c'est pour ça que des fois, je dis aux gens, vous avez raison, vous voulez une agriculture écologique, mais elle ne pourra advenir que dans une société elle-même écologique. C'est rêver qu'on aurait une agriculture écologique dans une société par ailleurs industrielle me paraît pas vrai anthropologiquement. Donc voilà, c'est des exemples de démesure. Mais ce qui a été terrible, c'est que évidemment, on le voit avec la capacité des bulldozers à finalement défricher à toute vitesse. On a une saharification vraisemblablement, alors en Australie aussi, avec l'élevage des millions et de millions de têtes de bétail. Au Brésil, il y a aussi une destruction de la Sertao qui est... Moi, j'ai compté, j'avais été pour le Brésil, donc j'ai regardé le nombre de têtes de bœuf dans les documents brésiliens. Il y a 200 millions de têtes de bétail et il y a un peu plus d'habitants, mais c'est à quelques millions près, c'est exactement la même chose. Et j'avais regardé État par État, et il y en a 100 millions dans les États amazoniens. Ça m'avait vraiment stupéfait.
Ah ben, écoutez, vous avez raison, j'ai pas jamais eu l'idée de regarder ça, mais bien sûr qu'on dévore la forêt, en fait. Enfin, on dévore, on la détruit pour faire des zones d'élevage, à la fois d'ailleurs probablement avec des pâtures, mais aussi production massive de soja, puisque le soja amène les protéines dans l'alimentation. C'est-à-dire que je pense que la destruction de l'Amazonie nourrit non seulement le bétail brésilien, mais aussi le bétail européen qui importe du soja. Et donc, on est en train de dévorer de la Oui. biomasse à des vitesses industrielles. Sur le soja, bon, à part la nourriture humaine, le soja qu'on mange en France, il vient de France. En revanche, je sais plus les chiffres, mais c'est plus de 90. Et de mémoire, c'est plutôt entre 95 et 100% du soja qui vient d'Amérique du Sud, Oui, Brésil, vraisemblablement. Argentine. Euh, oui, moi j'avais vu une ferme de 94 000 vaches en Arabie Saoudite. Et là, je m'étais dit qu'il y avait quand même quelque chose quand vous parliez de machines, là, on voit vraiment que bah, c'est des machines à faire du lait. Si on pouvait les remplacer par des machines, on le ferait, quoi. Oui, ben c'est Charlie Chaplin, les temps modernes. À la place des ouvriers, vous avez des vaches, mais fondamentalement, c'est probablement une structure où les vaches doivent être protégées de la chaleur. Donc, je pense que Oui, les arrose, enfin, ils l'arrosent en permanence. exactement. Donc c'est un système complètement artificiel qui vit. D'ailleurs, le bilan énergétique de tout ça doit être tout à fait hallucinant. Justement, c'est quoi le bilan énergétique, climatique et en termes de biodiversité si cette agriculture industrielle, qu'est-ce qu'elle a comme impact? Alors, donc, évidemment, l'écologie, c'est toujours plusieurs segments différents. Alors, du côté de on va faire le plus simple, du côté de la biodiversité, il est évident que l'être humain, plus il est nombreux, plus il mange de manière carnée, plus il doit mobiliser une proportion considérable de l'espace à son avantage et donc au détriment des autres espèces. Donc, il y a des indices comme ça d'artificialisation. Je crois qu'en Asie du Sud-Est, on considère que c'est 80% de l'ensemble finalement de l'activité biologique qui est utilisée par l'homme, alors que je pense qu'en Amérique latine, on n'est pas encore on est peut-être entre 40 et 50%. Voilà. Mais c'est pour dire que l'anthropisation d'une certaine manière des biocapacités de la planète, c'est un phénomène qui se fait en faisant l'éviction des autres espèces. Alors ça c'est clair, en détruisant leur écosystème, etc. Sur la question climatique, alors ça rajoute à ça en plus le problème systémique des biocides qui s'accumulent, hein, notamment la chute des insectes, mais dont on voit d'ailleurs qu'elle a un impact sur la santé humaine et la fertilité humaine qui est probablement considérable, même si évidemment, comme tout ça est toujours multifactoriel, avant d'arriver à calculer le pourcentage de responsabilité de tel ou tel facteur, vous avez le temps de faire des controverses scientifiques qui fait que vous êtes mort avant d'avoir la conclusion. Au point qu'il y a des médecins qui commencent à parler d'exposome, c'est-à-dire que c'est impossible d'identifier un facteur et donc c'est l'exposition à l'environnement qui détériore la santé. Exactement, oui, tout à fait. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que, encore une fois, à chaque fois qu'on touche aux pratiques agricoles, très vite, on repose des questions plus globales. On a multiplié des substances chimiques qui sont nouvelles, qui étaient inconnues dans le vivant, qui se dégradent mal et qui s'accumulent. Effectivement, d'une certaine manière, arriver à isoler ce qui est de l'agriculture ou ce qui est des produits Ikea dans lequel vous avez vos faux bois en structure agglomérée et peut-être, à vrai dire, une question purement métaphysique. En réalité, effectivement, on est en train de saturer avec des molécules avec lesquelles nos corps n'ont pas évolué. Donc, qui sont... Alors, je me fais pas de soucis pour le vivant. Il va y avoir à la fin des bactéries qui sont très heureuses de manger le plastique, mais ce sera pas nous. Et c'est un peu notre problème quand même. Voilà, donc ça c'est vraiment pour cette question de la biodiversité dont on fait partie. C'est à la fois cette destruction des milieux et puis cette espèce de saturation de notre environnement, air, eau, poussière des sols, etc., avec des molécules extraterrestres, on va dire ça. Enfin, elles sont terrestres parce qu'on les a produits ici, mais elles sont l'équivalent d'un truc extraterrestre qui serait arrivé puisqu'elles n'ont pas été produites par le vivant.
vivant. Et elles sont toujours, alors il faut rappeler ça, même quand elles ont été inspirées par des molécules qu'on trouve dans le vivant, elles ont toujours été manipulées pour avoir une durée de vie beaucoup plus longue. C'est ça le problème, c'est que quand on dit par exemple, oui, mais ça, le principe actif, on l'a imaginé à partir d'une molécule qu'on trouve naturellement chez les champignons, sauf que si vous avez sur le principe actif de la molécule, vous avez rajouté un noyau benzène, votre molécule, au lieu d'avoir une espérance de vie de 2 heures et d'être détruite par le soleil, elle a une espérance de vie même jusqu'à être éternelle. Donc c'est un petit problème, voilà. L'accumulation n'est pas même. Et puis alors du côté du climat, pour vite fait, on a plusieurs effets. D'abord, la destruction de la forêt est en soi un élément qui va dégager des gaz à effet de serre. Les engrais azotés produisent des oxydes nitreux qui ont des effets à gaz à effet de serre. Les vaches... Ça, pour avoir un ordre de grandeur, c'est à peu près pour faire une tonne d'engrais, il faut une tonne d'équivalent pétrole à peu près. Donc ça, Oui, donne la mesure aussi de... C'est ça. Pour faire on va plutôt raisonner d'ailleurs en kilos d'azote, hein, parce que selon que c'est des nitrates ou de l'ammoniac, c'est pas tout. Donc en général, on parle en termes de kilos d'azote captable par les plantes. Effectivement, pour faire un kilo d'azote captable, en gros, selon que le procédé est très économe en énergie parce que vous avez fait une usine avec du gaz ou très peu parce que c'est du charbon. En gros, on estime que c'est entre 1,4 et 3 tonnes équivalent pétrole pour faire une tonne d'azote. Donc, au moment de la production de l'engrais, vous avez un effet de gaz à effet de serre, mais vous en avez aussi un, parce que sous la chaleur, une partie de l'engrais va se recombiner, s'évaporer, et donc partir en gaz à effet de serre. Donc vous avez le double effet qui se coule. Enfin, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas cool, en l'occurrence, c'est qui se warm. Ouais, mais en plus, c'est l'oxyde nitreux, si je dis pas de bêtises, ça doit être 250 fois plus réchauffant que le CO2. Ça, vous connaissez sans doute. Oui, c'est ce que j'ai en tête, mais en tout cas, alors les quantités sont bien moindres que le CO2. En revanche, ça n'a pas un effet négligeable sur le climat. Tout à fait. Alors, je pense qu'il faudrait regarder les derniers. Avant de venir, j'aurais dû regarder mes derniers rapports du GIEC, mais il y a des réévaluations comme pour les méthades. Donc, ça combine à la fois l'effet de serre immédiat et puis la durée de vie que je connais mal pour les oxydes. Et puis après, le dernier effet, c'est que tout ça, même pour les tracteurs, etc., on va brûler du fioul de manière massive. Et c'est là qu'il faut replacer aussi l'agriculture dans un système alimentaire. C'est que la chaîne du froid est très émettrice d'énergie, etc., etc. C'est que quand à la fin, vous avez dans votre congélateur des haricots verts congelés qui ont été produits au Kenya, vous imaginez que, à la limite, la production à l'origine du haricot vert, c'est probablement que 25% du gaz à effet de serre total que vous avez produit. Enfin, il faudrait regarder le calcul, mais je pense que c'est pas majoritaire. La chaîne du froid consomme énormément, surtout parce qu'il ne faut pas de rupture. Enfin, voilà. Dans un livre de Václav Smil, là, je crois le premier qui a été traduit, si je dis pas de bêtises, je trouve que c'était très intéressant. Il donnait des équivalences et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas en tête. Il disait, par exemple, 1 kilo de tomates d'Almeria, il faut à peu près un demi-litre de pétrole pour pouvoir le produire. On a du mal, on se rend pas compte à quel point notre agriculture, elle est liée au pétrole et que si jamais il n'y avait plus d'énergie fossile, pétrole, gaz, en fait, aujourd'hui, on se nourrirait pas concrètement. Oui, aujourd'hui, toute la traction est faite par des tracteurs. Donc, si demain, le pétrole n'arrivait plus, on ne sait plus labourer un sol, on ne sait plus semer, enfin on ne sait plus, on va pas atteler des êtres humains, on n'a plus les chevaux pour le faire, on n'a plus les bœufs pour le faire. Dans le cas des tomates qu'il a raison de citer, c'est hallucinant parce qu'entre le plastique, le fait que vous irriguez, donc que vos pompes à eau, il faut bien qu'elles fonctionnent d'une certaine manière, les pesticides, les engrais, oui, alors en plus pour un apport nutritionnel dans le cas des tomates d'Almeria qui est peut-être négatif vu ce qu'elles contiennent encore comme polluants. C'est-à-dire que le système est arrivé à un niveau d'absurdité qui est difficilement concevable et que probablement personne n'a jamais imaginé. D'ailleurs, ça s'est fait quelque part, ça s'est fait par somme de décisions dont aucun des acteurs qui les prenaient n'avait conscience complètement
de l'effet global, parce que la science écologique est très récente, en fait. Oui, parce que d'un point de vue sanitaire, en fait, cette nourriture-là, on a du mal à l'évaluer, moi, dans tout ce que j'ai pu lire, mais en termes d'apport nutritif. Enfin, vous, dans le livre, vous parlez de calories vides, mais c'est en fait, ça nous apporte beaucoup moins de choses. Ça nous expose du coup plus facilement aux maladies. Oui, alors il faut vraiment les travaux de Solagro là sont très importants. Il faut renvoyer à leurs travaux, mais bon, la notion de calorie vide n'est pas d'eux. C'est une notion je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs, mais qui est devenue un peu courante, qui est de dire effectivement, vous dopez la croissance des plantes. Alors il y a quelque chose qu'on peut comprendre très vite avec les vaches, hein. Les vaches, quand une vache produit non pas 2500 litres de lait par jour, mais 10 000, en fait, à un moment, elle commence à diluer. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas, vous ne pouvez pas avoir la même qualité de lait à 10 000, un petit peu comme vous. Si on vous demande de produire 4 fois plus, vous allez produire de moins bonne qualité, vous allez aller plus vite, bon. En gros, il y a un peu ça, c'est un peu ça l'image que je peux avoir. Alors, c'était très, très marqué sur par exemple, la teneur en magnésium des pommes de terre quand vous avez mis beaucoup d'azote. Oui, vous avez stimulé un certain nombre de fonctions, mais pas la capacité des racines à capter du magnésium dans le sol. En fait, c'est exactement la même chose. Vous savez, il y a les sportifs ont beaucoup d'accidents parce que vous pouvez vous muscler beaucoup, mais c'est pas pour autant que vous allez renforcer vos os. Et quand vous êtes dans un système complexe, il faut tout renforcer en même temps. Et là, en fait, on surstimule certaines fonctions, les autres ne suivent pas, et donc à la fin, on n'a pas le même produit. Donc cette tomate, vous imaginez bien que elle est mise dans des conditions pour pousser très vite, mais évidemment qu'elle n'a pas un système racinaire qui lui permet dans le sol. Enfin voilà, si tant est qu'elle soit encore dans le sol d'ailleurs, elle est peut-être en hydroponie. Et donc, c'est vrai qu'il y a une critique de plus en plus virulente qui est double pour ces nouveaux aliments. C'est d'une part le fait que il y a des résidus de pesticides, hein, évidemment, qui ne sont pas très bons pour la santé. C'est un euphémisme. Oui, on retrouve, je sais plus, sur les cultures, les cerises ou qui sont les fruits où il y a le plus de pesticides, ou je sais plus pour les légumes, je crois que c'est la tomate, si je dis pas de bêtises. Mais sur les pommes, on retrouve jusqu'à une trentaine de pesticides différents. C'est dire l'ampleur de la chimie dans cette histoire. Oui, c'est vraiment considérable parce que vous avez en fait des organismes que vous poussez, je dirais, à leur maximum. Et en plus, vous les concentrez à un même endroit, donc ils sont très fragiles aux maladies. Il faut imaginer qu'on élève c'est comme si on vous élevait dans un métro aux heures de pointe, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ben, vous imaginez quand le Covid est arrivé, on a dit aux gens arrêtez de vous concentrer. On nous a même interdit de nous approcher des uns des autres. Ben, il faut imaginer qu'en agriculture, c'est exactement ce qu'on fait. On concentre, ou exactement ce qu'on ne fait pas, c'est on concentre. Donc forcément, quand vous avez une concentration de blé tous identiques, une concentration de vaches qui sont elles-mêmes pratiquement des clones les unes des autres, des tomates qui sont des clones, oui, vous devez avoir plein de médicaments pour les empêcher de tomber malades parce que vous avez créé un milieu qui est extrêmement favorable à l'explosion des maladies. Ça, c'est un sujet dont on ne se rend pas forcément compte, c'est qu'en fait, il y a une forme de cercle vicieux. Plus on a ces monocultures, pour les mêmes champs, on va utiliser de plus en plus de pesticides, de plus en plus d'engrais. Moi, je lisais un livre sur l'agrochimie au Brésil qui disait que voilà, on avait depuis des années augmenté de manière substantielle pour un même champ le nombre la quantité de pesticides qui étaient nécessaires. Alors c'est particulièrement vrai avec les soja Roundup Ready qui étaient les tolérants au glyphosate, parce qu'au début c'était magique. On s'est dit il suffit d'un seul herbicide, du glyphosate, et puis comme le soja le supporte, je peux utiliser que ça. Donc le soja a été génétiquement modifié pour supporter le glyphosate. Ouais. Sauf que évidemment, quand vous mettez toujours la même molécule, bien sûr qu'au début, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on exerce, c'est des cribles de sélection. Quand vous faites à chaque fois que vous faites exactement la même chose, vous créez en fait un environnement très stable qui va finalement profiter à un organisme vivant. C'est-à-dire qu'au fond, quand vous avez un comportement stéréotypé,
ce qui est le cas quand vous mettez que du glyphosate. Qu'est-ce que vous sélectionnez? Des plantes qui sont elles-mêmes tolérantes au glyphosate. Et donc, vous avez commencé à voir, la première année, c'est super, vous avez mis 3 litres, il n'y a plus rien, vous vous félicitez. En fait, c'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est que quelque part, dans quelques endroits dans le champ, que vous voyez pas, il y a 1 ou 2 plantes qui ont réussi à supporter la dose. Et puis, elle va se multiplier parce qu'elle est seule, elle n'a plus de concurrents. Et puis, au bout d'1 an, vous êtes toujours à 3 doses, ça marche plus. Alors, vous en rajoutez un petit peu, et puis là, vous allez encore en flinguer 99%. Sauf que les quelques-unes qui vont rester, c'est celles qui supportent vos 4 litres, etc., etc. Donc, en fait, on ne peut pas éradiquer le vivant. Quelque part, il va revenir. Et donc, quand on a un comportement extrêmement stéréotypé, eh ben, on favorise les plantes qui sont extrêmement adaptées, ou les organismes d'une manière générale, qui sont extrêmement adaptés au système qu'on met en place. Quelles sont les conséquences justement de cette agriculture industrielle? On a le sentiment que ça a un peu ravagé. Je me souviens avoir interviewé Nicolas Legendre, qui est l'auteur de Silence dans les chèvres, qui lui parle d'agricide. On a tué la culture paysanne. C'est ça qui a eu pour conséquence cette industrialisation de l'agriculture? Chaque civilisation fait disparaître celle qui la précède. C'est-à-dire que c'est la fameuse thèse de Gibbon qui dit que c'est le christianisme qui a fait disparaître l'Empire romain, d'une certaine manière. En tout cas, il a fait disparaître le monde antique avec sa cosmogonie, etc. Il l'a remplacé par une autre. Donc, bien sûr que la société industrielle a remplacé la société qu'il y avait avant. En bien comme en mal, la société d'avant n'était pas non plus parfaite. Ce qui est très intéressant, c'est que pour une raison qui est probablement liée à une relation affective qu'on a à l'agriculture, finalement, ça nous touche plus, la disparition des paysans, que la disparition des artisans. Mais il faut d'abord dire que le processus d'industrialisation du monde, ça s'est fait par la destruction des artisans, puisqu'on les a mis dans des fabriques, on les a stéréotypés les gestes qu'ils avaient à faire, etc. Donc, en fait, toute l'industrialisation, c'est la subordination de l'homme à la machine. Voilà. C'est pour résumer, avec ce qu'elle peut avoir d'émancipateur en se disant ils sont tellement efficaces, et d'aliénant, enfin c'est la théorie de Marx qui parlait déjà de l'aliénation du travailleur qui fait le même geste. Donc en fait, oui, il est en train de se passer pour les agriculteurs avec un certain délai, exactement ce qui s'est passé pour pour beaucoup de travaux dans la société. Même maintenant, on se pose la question avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on va pouvoir remplacer les artistes? Est-ce qu'on va tous être des servants de machines au lieu d'être servis par les machines? Et donc effectivement, oui, on peut pas dire autre chose que l'industrialisation de l'agriculture, c'est la transformation du paysan en agriculteur, puis de l'agriculteur en salarié d'une société de capitaux. C'est ça et c'est déjà décrit, déjà prévu dans les années 60 par 3 jeunes chercheurs de l'INRA en 65 qui écrivent une France sans paysans et qui disent en fait, en gros, ils disent il va se passer la même chose que ce qui s'est passé pour la production de gants. Les fabricants de gants au XVIIIe siècle, ils travaillaient chez eux. Au XIXe siècle, ils travaillaient dans des fabriques. Donc, ils disent l'avenir de l'agriculture, ça va être des grandes exploitations de 500 000 hectares avec des gros tracteurs. Et là-dessus, il n'y aura plus de paysans. Et ils le voient, eux, je dirais, sans aucune nostalgie. Ils l'analysent comme un phénomène. Et c'est une vraie question maintenant. Au fond, qu'est-ce qu'on veut en tant que société? Ce qui est certain, et ça, moi, quand je discute avec les agriculteurs, c'est qu'ils ne peuvent pas rêver de se préserver, eux, sous une forme artisanale, alors que tout le reste de la société a été désartisanalisé. Et c'est ça, finalement, là. Pourquoi? Parce que les coûts de revient sont diamétralement différents? Parce que même leurs aspirations, c'est-à-dire que le problème, et ça Nicolas Legendre le décrit bien, les agriculteurs, si on leur dit on pourrait se passer de tracteurs, vous serez beaucoup plus nombreux, ils disent oui mais c'est le progrès. Et c'est le progrès même qui les fait disparaître en grand groupe social. Et donc c'est quoi? On n'a jamais réussi pour l'instant, et c'est une vraie difficulté, à trouver dans la relation de l'homme avec la machine, de trouver, est-ce qu'on arrive à stabiliser le système?
Et c'est une question énorme. Mais la réflexion d'Hannah Arendt sur l'obsolescence de l'homme, elle est bien liée à ça. Et vous demandez, vous avez tous les témoignages, puisqu'on a évoqué le rôle finalement séminal de la guerre de 14 dans ce processus. Le grand choc de la guerre de 14, c'est que les gens sont partis en disant en pensant qu'ils seraient des combattants. Et en fait, fondamentalement, ils ont été subordonnés à la machine. La guerre de 14, c'est une guerre dans laquelle l'immense majorité des gens sont morts à cause des canons. Et ceux qui tuaient ne voyaient pas ceux qui étaient tués. Il y a eu très peu de corps à corps, même si dans les films, on montre toujours le moment du corps à corps. L'immense majorité des gens, ils ont été broyés dans leurs tranchées par des canons, par des mitraillettes, et les gens ne se voyaient plus. C'était une guerre industrielle. Pour reprendre le terme de Ernst Jünger, c'était un orage d'acier. Et il y a un orage d'acier qui est en train de détruire l'agriculture. Il y a un sujet là-dessus qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment aussi que, étant une industrie, cette agriculture, en fait, la valeur, elle est captée. Moi, c'est ce que je me disais quand je vois les tracteurs, je vais dire une marque, John Deere, mais les tracteurs verts, ou ça peut être d'autres marques. Alors, je ne connais pas d'autres marques de tracteurs, mais qui sont à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Quand on voit les factures qui sont liées aux pesticides, aux engrais, quand on voit toutes les machines-outils, là je pense aux éleveurs laitiers, aux robots de traite, en fait on a l'impression que la valeur, elle s'échappe et qu'elle va nourrir ces firmes-là beaucoup plus que les agriculteurs eux-mêmes qui sont un peu les dindons de la farce. Est-ce que c'est, pardon de le dire comme ça, est-ce que vous partagez cette vision de la captation de la valeur ? Le problème, c'est que la valeur est créée par la machine. C'est-à-dire, c'est la machine qui permet de produire autant. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la substitution, je vais faire mon petit Marx, mais la substitution du travail par du capital, c'est-à-dire de l'ouvrier par de la machine, fait que la machine est un automate. Elle produit elle-même de la valeur. La question de savoir... Alors après, il y a un vrai débat sur comment on se répartit la valeur, et qui est un problème extrêmement compliqué. Mais si je travaillais récemment, enfin je suis en train de travailler un peu là-dessus avec deux agronomes, mais qui sont aussi des très bons analystes de la microéconomie, de l'économie des fermes, Christian Mouchet et Bernard Delhomme. Et en même temps, on a retrouvé le rapport Poli de 1978, qui était le rapport qui avait été fait par le DG de l'INRA à l'époque, qui voit bien les limites. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il réalise, c'est qu'une ferme, c'est plus du tout le travail de l'agriculteur devient mineur comme facteur de production. Et quand on regarde, c'est fascinant. Ce qu'il me disait, enfin, il retrouvait les chiffres. En 1950, les consommations intermédiaires, c'est-à-dire finalement les facteurs de production qu'on achète pour produire, ça représentait 20% des ventes. On devait, je ne veux pas dire de bêtises, 40% en 60, on avait atteint 70% en 70, et puis on ne cesse de croître. Quand vous êtes en production porcine, les facteurs de production, les consommations de produits intermédiaires, c'est 80% des ventes. C'est-à-dire que vraiment, l'agriculteur... Parce que l'image qu'on a, c'est que l'agriculteur, c'est l'image du XVIIIe siècle. C'est qu'on retrouve d'ailleurs encore quand vous allez à la messe, on vous partage le pain et le vin, et on dit que ce pain et le vin sont le fruit du fruit de la terre et du travail des hommes. Et le problème, c'est que dans une société industrielle, nos produits agricoles sont minoritairement le produit de la terre et du travail des hommes. Ils deviennent la production de la pétrochimie, la production de la mécanique, la production, etc. C'est pour ça qu'un agriculteur aujourd'hui, on dit la productivité de son travail a fortement augmenté. Il est, je sais pas, un agriculteur d'aujourd'hui, il produit à lui tout seul 120 ou 240 fois plus qu'un agriculteur du XVIIIe siècle. Mais pourquoi ? Parce qu'il a à son service 400 chevaux machines de tracteurs, il a à son service les champs de pétrole d'Arabie Saoudite, il a à son service l'usine d'engrais d'AZF. Donc, on n'a pas trouvé de formule magique pour dire comment on isole le facteur travail. C'est quoi la bonne rémunération du travail? Alors, quand vous êtes dans le monde industriel, vous avez des syndicats, vous avez une négociation, mais c'est soumis ensuite au marché. Et là c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que comment se répartit la valeur quand objectivement, l'agriculteur lui-même, pour produire, il s'est endetté, il a acheté des machines. Et pourquoi il achète des machines? Parce qu'elles font du travail.
La treilleuse, elle traite. Et le tracteur, il fait. On a l'impression que de fait, du coup, les agriculteurs sont extrêmement dépendants des cours, notamment les cours de l'énergie, et que en fait, dans bien des cas, ils sont plus autonomes, c'est-à-dire qu'ils par leur simple travail, ils peuvent pas faire baisser les prix on a l'impression qu'ils sont piégés. C'est que l'agriculture, par leur endettement et puis par le cours des matières premières. L'agriculteur, il est à la fois. Alors, c'est tout le problème quand vous êtes sous une forme d'entreprise familiale, c'est que l'agriculteur, il est à la fois un travailleur et un investisseur. C'est que c'est lui qui, par rapport à la richesse que va dégager l'exploitation, il va faire le choix entre se rémunérer et grossir. Et effectivement, l'immense majorité des agriculteurs sont persuadés que leur salut, c'est de devenir plus gros. Il y a des raisons, ils ont certaines raisons de penser que c'est effectivement nécessaire. Je reviendrai, il y a d'autres modèles, on en parlera avec l'agroécologie, mais en gros, ils se disent, de toute façon, à la génération d'avant, c'est les petits qui ont disparu, et la génération d'avant, c'était aussi les petits. Donc, être petit, c'est disparaître. Donc, il faut que je grossisse. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'agriculteur ? Il essaye toujours d'augmenter son capital professionnel. Il va s'endetter pour ça, mais il va aussi répartir énormément, redonner une partie de ce qu'il gagne quand il est en positif pour acheter des machines plus grosses, acheter plus de terres, etc. Il faut savoir que, alors le chiffre c'est 2022, mais pour vous donner un ordre de grandeur, en gros, l'exploitation, le robotype de l'exploitation française, elle coûte 500 000 euros. En gros, 500 000 euros, c'est évidemment beaucoup plus. Quel type de robot ? C'est un portrait robot, pardon. Ah. C'est si vous prenez la moyenne, Okay. Si vous prenez Agreste, les statistiques françaises, en 2022, c'est peut-être 450 000. Mais en gros, c'est ça, entre 450 000 et 500 000, c'est le prix moyen de l'actif. C'est l'actif immobilisé moyen. En fait, 450 000, quand vous regardez le patrimoine médian des ménages, c'est qui doit être à la même année de 177 000, vous voyez bien que en fait, ce patrimoine correspond au patrimoine du 7e ou 8e décile de la population française. Donc l'agriculteur, c'est d'abord un propriétaire d'un gros patrimoine professionnel, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les gens ont du mal à s'installer, sauf en maraîchage, parce que là, il y a besoin de très peu de matériel. Mais vous demandez à quelqu'un, tiens, tu pourrais t'installer en production. Alors, on verra après les modèles alternatifs, mais si vous dites à quelqu'un, tiens, reprends cette ferme céréalière, il y a 200 hectares, 4 tracteurs, etc., il n'a juste pas le patrimoine pour ça. Donc c'est un immense patrimoine professionnel immobilisé. Et c'est ça, donc l'agriculteur, c'est pas un salarié comme la plupart des gens. C'est quelqu'un qui arbitre entre se rémunérer son capital éventuellement, parce qu'il peut avoir prêté à l'entreprise qu'il a créée, et investir pour grossir. Et ils font souvent le choix de leur surendettement, il est lié à cette croissance, à cette idée que si je crois pas, je disparais. Et un agriculteur en croissant, il bouffe un voisin. C'est pour ça que Nicolas Legendre cite un moment une cadre du Crédit Agricole qui dit on en a fait des cannibales, parce qu'un agriculteur, pour grossir, il bouffe un plus petit. On va parler Bon, il y a encore pas mal de sujets. Je voulais parler de l'érosion des sols, mais peut-être qu'on en reparlera quand on parlera d'agroécologie. Donc, déjà, l'agroécologie, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on a l'impression que c'est protéiforme, qu'il y a plein de définitions qui voyagent un peu dans tous les sens. Et en quoi c'est une réponse à cette agriculture industrielle ? Alors oui, vous avez raison, tout à fait raison, c'est protéiforme. Alors moi, j'ai utilisé le terme parce que c'est celui qui circule à un moment donné, mais il y a des discussions sur dire un terme qui n'a pas une définition très précise, il tend à signifier un peu tout et n'importe quoi. Je vais donc donner ma définition de l'agroécologie. Voilà, c'est tout simplement ce que serait une agriculture d'une société écologique, étant entendu qu'une société écologique, c'est une société qui reste dans les limites planétaires. Voilà, c'est comme ça que je la décrirais. Mais si on prend même l'image, c'est pas, peut-être vos auditeurs sont familiers des travaux de Kate Rivers sur le donut, avec l'idée qu'il y a un plancher social et un plafond écologique, on peut dire que l'agroécologie, ce serait une agriculture qui serait à la fois sociale et écologique. Voilà, c'est la définition que je vais lui donner.
sans pesticides, sans engrais. C'est aussi lié à ça, l'agroécologie? Techniquement, alors quelles sont les pratiques? C'est là-dessus que les tenants de l'agriculture biologique, à juste titre, critiquent des fois le terme d'agroécologie en disant, au fond, pourquoi vous n'utilisez pas le terme d'agriculture biologique? Mais il est évident que par des chemins qui seront progressifs, on va pas pouvoir continuer à saturer notre environnement de molécules chimiques que nous-mêmes on supporte de moins en moins. Ça, c'est évident. Enfin, en tout cas, si on veut que l'humanité survive, ce qui est une discussion. Mais là, je rentre dans une autre discussion philosophique. Est-ce que je suis toujours philanthrope quand je me lève le matin et que j'écoute les informations? Pas toujours. Mais ça, c'est un autre problème. C'est un peu déprimant en ce moment. Voilà. Mais enfin, on va quand même reprendre l'idée du progrès de l'homme, ou progrès humain. Voilà, donc on a envie quand même que l'humanité survive, qu'elle soit heureuse. Donc il y a des questions sociales qui se posent. On se rend bien compte que les agriculteurs que vous évoquez sont très malheureux dans ce système. Enfin, les cannibales ne peuvent pas être heureux. C'est-à-dire, l'idée qu'il faut dévorer son voisin pour pas être dévoré est forcément quelque chose qui pose problème, qu'ils ont besoin de lien social avec les consommateurs. Donc cette mise à distance du producteur au consommateur fait perdre du sens aussi au métier. Donc il y a toute cette dimension-là. Et puis il y a la question climatique, c'est que de toute façon, comme on le décrivait, toute cette performance, parce que l'agriculture industrielle est performante, mais toute cette performance est à un coût écologique qui est juste insoutenable. Donc il va bien falloir trouver une solution. Oui, d'ailleurs, c'est quand même un des sujets que j'ai pas eu le loisir d'évoquer, mais c'est cette agriculture industrielle. On dit oui, bon, elle a certes quelques problèmes, mais elle a permis de nourrir le monde. Là, on voit qu'il y a un sujet sur les rendements. On s'aperçoit que sur plein de sujets, que ce soit dans la Corn Belt américaine, où on voit que le maïs décroche. Dans le vin, là, par chez moi à Bordeaux, on voit qu'il y a de plus en plus d'années où il y a du mildiou et que les cultures sont ravagées, enfin les vignobles sont ravagés. C'est la même chose même sur le blé. On a l'impression que ça stagne, voire que ça décroît légèrement. Cette promesse de continuer à avoir des rendements toujours plus importants, elle est en train de s'essouffler. En fait, l'essoufflement est attesté. Je pense au moins depuis... Je crois que c'est dans les années 90 on voit le plateau être atteint, voire même des endroits où on peut avoir du déclin. Oui, on a, si vous voulez, c'est comme un sportif qu'on aurait soumis à un effort trop grand. À la fin, il finit par craquer. Il finit par avoir un muscle qui se déchire, etc. En fait, ce qu'on a obtenu, en gros, à court terme comme efficacité, c'est au détriment de la longévité des écosystèmes eux-mêmes. Et alors là, le réchauffement climatique nous pose des problèmes énormes. Enfin, réchauffement, le chaos climatique, puisque on n'est même pas sûr. Comme l'année dernière, par exemple, on a eu moins 24% de rendement en moins. Parce que c'était trop humide. Quoi, de manière générale, sur les céréales, alors après, ça dépend des zones. Là, je suis en train de parler de la côte atlantique, France, Espagne, Angleterre, Suisse, Allemagne, etc. Mais après, si succèdent 5 années de sécheresse, alors vous pouvez avoir des bons rendements en blé quand l'année est un peu sèche, sauf que quand vous montez à certaines températures, et puis par contre, vous pouvez avoir de l'échaudage, et puis sinon, en même temps, quand il y a de la sécheresse, vous avez plus d'herbe pour votre bétail. Imaginez le Jura, moi je suis suisse, imaginez le Jura et les Alpes, c'est les Osiers alpages, s'il n'y a plus rien à bouffer l'été, les vaches, elles vont pas vivre d'amour et d'eau fraîche. En plus, il y aura plus d'eau fraîche, donc c'est d'amour tout seul. Et d'ailleurs, il y a 2-3 ans, ils avaient dû abattre du bétail. Même la Suède a dû abattre du bétail. C'était quelle année? Je me souviens plus quelle année. Ce qui était inouï, parce qu'il n'y avait plus assez à manger en Suède pour nourrir le bétail. Donc oui, cette performance, c'était une performance, comment dire, un peu artificielle, obtenue à un laps de temps donné, et puis probablement que cette fenêtre de performance se retourne et que ça devient contre-performant, pour reprendre la notion d'Illich de contre-performance. Toujours important de citer Illich. Il y a un sujet qui est intéressant sur la notion de performance, c'est qu'effectivement, et vous n'êtes pas le seul, mais vous le pointez du doigt, c'est-à-dire que l'agriculture industrielle, elle est ultra performante par actif, mais en revanche, si on prend d'un point de vue énergétique, pour une unité d'énergie ou alors une unité d'eau,
on voit que en fait, c'est hyper consommateur. Donc, si on prend la performance comme l'économisation de l'énergie ou être économe en eau, là, on voit que la notion de performance, elle change. Tout à fait. Alors, il faut d'abord préciser que l'agriculture n'a jamais été performante économiquement. C'est pour ça qu'on la subventionne. Parce que très souvent, on oppose une agriculture alternative, des raisons économiques qui feraient que d'un côté, l'agriculture alternative ne serait pas performante. En fait, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on a subventionné tous ces facteurs de production. Ce qu'on a rendu performant, c'est le travail humain et la production par hectare. Mais effectivement, quand vous avez 10 facteurs, vous pouvez augmenter la performance de 2 facteurs, mais en dégradant la performance des autres facteurs. Donc la performance énergétique de l'agriculture, elle, s'est dégradée, ou etc., etc. Donc le problème quand on parle de performance, c'est qu'en général, on se focalise sur un facteur. Et à l'heure actuelle, je dois dire qu'en termes de performance, il faudrait calculer une sorte de performance globale, mais là, faudrait... C'est un peu mélanger des choux et des carottes. C'est... Quelle valeur je donne à la performance énergétique par rapport au rendement du capital et par rapport au rendement du travail. Enfin, c'est quoi l'outil de mesure? Donc, on ne sait pas trop. À un moment, je crois que c'est en France, ils avaient parlé de la double performance économique et écologique, GI2E, mais enfin, sans avoir très bien défini ce que c'était. Le meilleur moyen pour rendre l'agriculture performance économiquement, c'est de supprimer toutes les subventions et puis de regarder ceux qui survivent. Là, vous aurez la performance économique et probablement on se retrouvera avec des entreprises de 500 000, 600 000, 700 000 hectares. Voilà. Mais sinon, les autres, c'est un contrat social. Enfin, c'est une discussion qui doit déterminer comment on fait pour avoir une agriculture qui est, et d'une manière plus générale, une société qui soit performante à la fois écologiquement et socialement. Du coup, si on se passe... Enfin, le débat qui revient souvent sur la table, c'est le rapport à l'emploi. On dit que l'agroécologie, si elle a besoin de plus, de moins de mécanisation, de moins d'intrants, que ce soit des engrais ou des pesticides, forcément, il va falloir plus de bras. C'est souvent vu comme une critique. Vous, comment vous répondez à ça? En général, quand on n'aime pas quelque chose, on dit que c'est un coût. Quand on aime quelque chose, on dit que c'est un investissement. Donc, à chaque fois qu'on aime quelque chose, on dit tiens, ça va créer de l'emploi, c'est super. Le nucléaire crée de l'emploi. Puis si je dis la même chose en disant ça tombe bien, l'agroécologie aussi va créer de l'emploi, on me dit ah non, elle va pas être performante économiquement. Là, il faudra qu'on m'explique pourquoi dans un cas le fait de créer de l'emploi c'est bien, dans l'autre cas c'est mauvais. Donc, je pense qu'effectivement l'agroécologie, elle va probablement, alors il faut voir. Nécessiter une création d'emplois. Je resterai quand même très prudent. C'est compliqué de faire des chiffres en disant c'est quoi l'emploi qui va être créé. D'abord, il faut bien reconnaître que la première chose majeure, et c'est pour ça qu'on préfère maintenant parler de système alimentaire que purement d'agriculture, parce que finalement, ce qui va faire changer l'agriculture, c'est d'abord la manière dont nous allons consommer différemment. Alors, c'est toute la question des produits animaux, c'est la question de la fast fashion, parce qu'il ne faut pas oublier que la production de coton, c'est un gros impact écologique, ou de la laine. Beaucoup de l'élevage est lié à la laine. Donc, quand on parle agriculture, très vite, on pense alimentation, mais nos vêtements ont un impact écologique énorme à travers l'agriculture qui la produit. Donc, c'est encore 50% des fibres mondiales. Il y a 50% de pétrole et du coup 50% de... Vous devez savoir mieux que moi ça, effectivement. Je connaissais pas ce chiffre, mais il est impressionnant. En tout cas, les moutons de Nouvelle-Zélande, ils sont pas faits pour les gigots. Ils sont faits pour les vêtements de laine. Donc voilà, il y a des aspects comme ça. Et donc, une fois que nos modes de consommation vont devoir changer, donc en gros, on va devoir aller vers la sobriété, le réusage. Enfin, je présume que vos éditeurs sont très sensibilisés à toutes ces questions-là, donc je ne vais pas reprendre là-dessus. Ça va forcément avoir un impact. Et c'est vrai que ça va remodeler l'agriculture. Maintenant, on ne sait pas encore trop quelle forme sociale ça va prendre. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une agriculture de firme qui sera capable de faire une agriculture sociale et écologique, ou on va aller plutôt vers une formule, je dirais, en coopérative, mutualiste? Il y a des débats là-dessus. Mais en gros, ce que vous dites dans le livre, c'est que ça vous semble hautement improbable qu'il y ait
une agriculture agroécologique dans un monde, en gros, avec des supermarchés, avec Netflix. Enfin, je caricature un peu, mais c'est ça. C'est-à-dire Non, que vous avez tout à fait raison. C'est pas une agriculture agroécologique dans un monde hyper industriel et mondialisé, vous y croyez pas trop? Oui, alors je pense que on peut pas. J'y crois même pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, il me semble qu'il y a une sorte de cohérence du comportement des gens. On dit toujours que les gens sont incohérents. Et alors, ils sont incohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais il y a une très grande unité si on regarde juste à ce qu'ils font de leur comportement. C'est-à-dire que on est, alors la philosophie allemande appelle ça le Zeitgeist, l'esprit du temps, mais on est baigné par l'esprit du temps. Je vois pas comment on aura une agriculture écologique si on pense que l'automatisation, c'est bien. Et donc, quand on commande énormément sur Amazon, on favorise un monde dans lequel je vois pas comment on pourra avoir une petite agriculture avec un territoire vivant, par exemple. Ne serait-ce que parce que les agriculteurs eux-mêmes, ils sont comme nous. Et nous sommes comme eux, même s'ils ont l'habitude, enfin, où tout le monde a l'habitude d'imaginer un paysan qui serait un individu différent, soit qu'on pense qu'il soit qui conserve des valeurs éternelles ou que sais-je, ou qu'il soit plus proche de la nature. En fait, il nous ressemble énormément. Et donc, les modes de vie qu'il va rechercher sont nos modes de vie. Donc, si on est dans le tourisme de masse, la consommation de masse, on aura une agriculture de masse. Et il y a un chapitre qui est aussi intéressant, je sais plus si c'est un chapitre entier, mais c'est le rapport au territoire. Ça veut dire que avoir une agroécologie, pour vous, ça veut dire repenser le rapport au territoire, évidemment sur la consommation, mais aussi avec les collectivités. C'est-à-dire que tout ça forme un tout. Est-ce que vous pouvez expliquer justement le rapport que vous entrevoyez entre l'agroécologie et le territoire? En fait, si vous regardez la société industrielle, elle est dominée par deux types d'acteurs qui sont l'État et les grandes compagnies. Et ça, j'ai presque envie de dire, au moment de son émergence, c'est quoi la société industrielle? C'est la convergence de l'absolutisme et de la société, la Compagnie des Indes. C'est ça qui va faire la société industrielle. Pourquoi? Parce que l'État a besoin d'armes, donc il va développer l'industrie d'armement. La Compagnie des Indes a besoin de bateaux, et donc la Compagnie des Indes et l'absolutisme vont forger, tant en Angleterre qu'en France, en fait, les moyens qui vont faire émerger la société moderne. Et ce qui est fascinant dans cette vision du monde, quand vous regardez un ministère, c'est que les sociétés industrielles sont organisées moins par une opposition publique-privée. Ça, c'est la grande mise en scène, parce que l'État se bat contre les compagnies contre l'État, mais en fait, c'est les mêmes élites qui sont dans les deux. Donc, c'est presque une lutte interne au paradigme de la société industrielle. Mais ce qui la structure, ce sont les filières. Et c'est les complexes. D'ailleurs, il y a un très grand discours du général Eisenhower quand il quitte la présidence des États-Unis. Il dit la grande menace pour la démocratie américaine, c'est le complexe militaro-industriel. Et en fait, cette notion de complexe, on peut l'utiliser pour tout. Vous pouvez prendre la société française en disant c'est quoi les 4-5 complexes qui structurent la société française. Si je prends l'Allemagne, par exemple, il est clair que le complexe de l'automobile joue un rôle structurant. Vous prenez la Suisse, je vous fais pas de dessin, le complexe bancaire joue un rôle structurant. Donc en fait, quelque part, vous pouvez dire une société industrielle, c'est un conglomérat de complexes. La question à un moment, c'est est-ce que les intérêts du complexe sont congruents avec les intérêts de la société? Parfois oui, parfois non. C'est la fameuse phrase du ministre de l'économie d'Eisenhower, d'ailleurs, qui était un ex de General Motors, qui dit « ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique ». Il exprime le fait que le sort de l'Amérique est lié au complexe industriel de l'automobile. Et donc, à partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez que l'entité territoire, c'est-à-dire des hommes, un terrain, des ressources naturelles, est subordonnée aux filières. C'est typiquement vrai pour l'agriculture. Vous pouvez estimer que la Bretagne, par exemple, c'est un territoire qui est subordonné à une filière qui est la filière porcine et la filière laitière. C'est-à-dire que ces filières de production de lait et de viande de porc, et un peu de poulet, encore que le poulet, je pense, a bien disparu en Bretagne, en tout cas du porc et du lait, vont mettre le territoire au service de la filière. Et l'écologie, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que comme tout se joue dans les territoires, il va falloir que les filières soient cette fois-ci subordonnées au territoire. Et c'est pour ça qu'on peut supposer que si une société écologique apparaît, c'est une société dans laquelle les acteurs structurants, ce seront les collectivités locales. Alors comment elles vont être en relation entre elles? Est-ce qu'elles seront en compétition? Ça,
rien n'est sûr. Là, une société écologique que je décris n'est peut-être pas une société parfaite. Mais en tout cas, s'il n'y a pas une subordination des enjeux des filières aux enjeux des territoires, alors on continuera dans la société industrielle qui sacrifieront les territoires jusqu'à l'ultime territoire. Oui, pour reprendre ce que vous disiez, la Bretagne, de mémoire, je crois que c'est Nicolas Legendre qui le dit dans son livre, mais que ça produit pour 22 millions d'habitants. Et on voit bien que son livre, par exemple, a suscité des remous jusqu'au conseil régional, où je crois que le président de la région, je ne sais plus si c'est le président, mais disait que la Bretagne ne pouvait pas se laisser traiter de la sorte. Et Nicolas Legendre a un gros défaut, il a raison. Et ça, c'est un défaut rédhibitoire, comme nous le savons aujourd'hui dans le cas de l'administration Trump. Dernière question, est-ce que, on n'a pas pu balayer tous les sujets sur cette question à la fois de l'ensemble, l'histoire de l'agriculture industrielle jusqu'à l'émergence timide de l'agroécologie. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur et qu'on n'aurait pas abordé sur ces questions-là ? Un sujet qui me tient à cœur. C'est-à-dire que oui, je pense que ce que ça interpelle aussi, c'est la manière dont une anthropologie, une société, c'est aussi, ça renvoie aux individus une manière de vivre, une manière de se penser. Et on voit bien qu'une des grandes questions, c'est notre rapport à la mort. L'automate, c'est une sorte de promesse d'éternité. D'ailleurs, il est pensé comme fonctionnant ad vitam aeternam, d'une certaine manière. Il y a quelque chose de très angoissé dans un monde de machines. D'ailleurs, les gens qui promeuvent des machines, le transhumanisme, sont d'abord des gens qui ont très peur de la mort. Et je pense qu'il y aura de sociétés écologiques que si on a une réflexion très sereine sur la fin de vie. Et comme je tiens beaucoup à la question de la biomasse et du cycle de la biomasse, j'espère qu'on pourra avoir de plus en plus la possibilité qu'on voit apparaître en Belgique de se faire humifier. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire incinérer, ce qui consomme beaucoup d'énergie, ou enterrer dans un caveau de béton, qu'on puisse être transformé en compost. Parce qu'on rentre dans quelque chose qui était très fort dans les civilisations, notamment de chasseurs-cueilleurs, c'est l'idée qu'on fait partie d'un cycle et que notre matière, de même que c'est Saint-Exupéry qui dit, on n'hérite pas la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants. Quelque part, on a juste emprunté de la matière pour exister et on rend sa matière au cycle. Et je crois que c'est une question existentielle fondamentale. Mathieu Calame, un grand merci d'être venu au micro du Greenletter Club. Merci Maxime. À bientôt.